Bienvenue à Nomade. Aujourd'hui, on a un bel petit événement assez spécial où on rencontre la famille Mitrani. Pas au grand complet, mais ils sont même ici dans le public avec nous, le reste de la famille. Puis l'occasion, en fait, c'est que j'étais particulièrement intéressé par l'idée d'une famille comme ça qui crée, surtout au niveau du cinéma, qui est mon dada à moi aussi. Voilà, présentez-vous, quel est votre nom, puis qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, alors moi, donc Noël Mitrani, je suis réalisateur, j'ai fait un certain nombre de films. Ouais, combien de films? J'ai fait 5 longs métrages, OK. puis quelques courts métrages avant. Donc voilà, je suis un vieux routier maintenant. Et dis-moi, qu'est-ce que tes films, généralement, sont à propos de quoi? C'est quoi le lien entre chacun de ces films? Alors ça, c'est une question qui est pas évidente à répondre parce que, en fait, quand on fait un film, on se pose pas la question, on se pose pas forcément cette question-là, mais progressivement, il y a quelque chose qui se dégage. Et je pense que d'abord, il y a une base de fond existentielle, c'est-à-dire quel est le sens de l'existence et qu'est-ce qu'on fait ici. Et j'ai un peu des personnages qui sont en flottement vis-à-vis de ça, qui cherchent un petit peu le sens de leur existence. Et puis il y a aussi la question de la morale, en fait. Ça, c'est très important, c'est-à-dire mes personnages sont toujours confrontés à un questionnement moral, c'est-à-dire la recherche du bien et du mal. Ça, c'est très important pour moi. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y ait une définition exacte du bien et du mal. Et à travers mes personnages, j'ai toujours des personnages qui sont en quête de ça. Ils cherchent leurs limites. C'est-à-dire, en fait, la plupart du temps, j'établis des personnages qui ont une certaine morale, et on va s'apercevoir assez rapidement qu'ils vont être confrontés à des problèmes de dépassement de ça. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont se tenir avant ça, ou est-ce qu'ils vont dépasser ça? Je pense que c'est assez central dans mes films. En fait. Super, c'est vrai. J'ai pas vu les 5, mais c'est dans ceux que j'ai vus, c'est vrai qu'il y a toujours, puis même en tant que spectateur, on se pose ces questions-là tout le long. On essaye de comprendre si cette personne est supposée d'être bonne ou moins bonne, disons. Donc, Parce que justement, ça c'est intéressant ce que tu dis, c'est que je pense pas que, bon, évidemment, il existe le mal absolu incarné par des hommes comme Hitler ou Staline, mais je pense que nous autres, dans notre petite existence de la vie de tous les jours, je pense que la limite entre le bien et le mal, elle est très floue en fait. Et en fait, on avance. Et moi, ce qui me perturbe le plus, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. C'est parfois, je me rends compte que pour atteindre le bien, on est obligé de passer par le mal. Et ça, c'est quelque chose qui me trouble beaucoup, en fait. C'est pour ça que d'ailleurs, j'aime beaucoup le film des frères Coen qui s'appelle The Serious Man, que je trouve très intéressant. Parce que justement, le personnage principal est confronté à ce problème. Il ne comprend pas pourquoi il fait tout bien. Et pourtant, ça ne marche pas. Son existence ne fonctionne pas. Ouais. Puis tes personnages, il n'y a aucun de tes personnages qui est parfait. Ils ont chacun, on les regarde d'une façon critique, chacun d'entre eux. On les juge un peu d'un personnage à l'autre. C'est très intéressant. Donc, c'est quoi ton dernier film et ça met en vedette qui? Alors, mon dernier film s'appelle Cassie. Ça met en vedette Natacha, qui est ici. Est-ce que, Natacha, tu peux prendre le micro, s'il te plaît? Donc, toi, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis Natacha Mitrani, la fille de Mitrani. Puis là, tu as travaillé sur 2 films déjà avec Noël. Ça se peut que je commence à l'appeler papa, moi aussi. Donc, et le dernier, c'est Cassie. C'est à propos de quoi, Cassie? En fait, c'est moi qui a perdu sa mère et qui vit avec son père et on n'a pas vraiment une bonne relation ensemble et j'ai une gardienne qui vient comme un peu changer tout ça et voilà, c'est sur ça, puis c'est sur un peu ma vie et ma relation avec les autres aussi, donc voilà. Qu'est-ce que tu aimes à propos d'être actrice? J'aime beaucoup parler et tout. Quand je dois faire des présentations à l'école, j'arrête pas de parler et tout. Alors j'aime le cinéma parce que c'est comme une autre réalité, mais où on peut aussi s'exprimer. Alors j'aime beaucoup faire ça. Super. Est-ce que tu penses devenir aussi cinéaste ou t'aimes vraiment
plus acté, tu ne te sens pas nécessairement, disons, motivé à raconter tes propres histoires ou c'est quelque chose qui t'anime aussi? Je peux avoir des choses à raconter, mais j'ai pas énormément d'expérience parce que j'ai que 10 ans. Alors, par exemple, papa, il raconte, je pense, des choses qui le touchent, mais moi, je suis pas encore, je pense que j'ai pas assez d'expérience pour raconter quelque chose de très intéressant. Alors, pour l'instant, je préfère jouer. Mais peut-être qu'en grandissant, je trouverai des choses à dire dans le... Alors, parlons d'expérience encore un peu. Ça, c'est Cassie que tu viens de faire. Tu avais 9 ans pendant le tournage de Cassie? Ouais, c'était juste avant que j'avais, en fait, c'était juste avant mes 10 ans. Puis, avant ça, tu as fait un autre film avec ton père. C'est quoi cet autre film? C'est après coup, alors bah, pareil, en fait, j'ai plutôt joué dans des rôles assez genre dramatiques au début du film, mais avant, je suis plutôt joyeuse, je suis comme, ouais. Mais après, ouais, c'est ça, ça se dégrade. On va regarder un clip. J'ai mis ensemble 10 minutes du film où on te voit parce que tu n'es pas aussi présente que dans Cassie. Donc, je pense pas qu'on va regarder les 10 minutes au complet, mais je risque de te poser des questions pendant qu'on regarde. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. T'as vu, papa, j'en ai fait 50. À toi. Ok, bon, allez. Bon, déjà, comment on fait? Faut rentrer dedans? Bon, allez. Tu vas voir. Oui, 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 oui. Oups là, oups là. C'est la toute première scène de cinéma de Natacha. Ah oui, hein? Finalement, c'est sa première expérience de jeu. Cette scène-là, donc. Cette scène-là, c'était le premier jour de tournage, c'est la première scène qu'on a tournée avec Laurent Lucas et Natacha. C'est presque surprenant comment tu peux être aussi naturel. Tu es juste en train de réagir à ce qui se passe autour de toi. Est-ce que je perçois bien? Ouais, bah, c'est parce que je rentre dedans. Bah, c'est parce que quand je suis dans un personnage, pendant le tournage, je suis dans le personnage parce que bah, je me mets complètement dedans, en fait, c'est automatique. Bah, j'ai le texte, puis après, bah, je deviens le personnage pendant le tournage et je pense que ça aide aussi. Bah, je suis complètement dedans, c'est pour ça. Alors, tu as le texte. Est-ce que tu suis le texte ou tu improvises? Ça dépend des films. Après coup, j'avais le texte pendant l'été, j'avais pratiqué avec ma mère. On avait pratiqué, ouais, c'est ça, l'été. Et, mais des fois, je rajoutais un peu à ma façon, bah, pas tout le temps, je changeais pas le texte, mais par exemple, si j'avais quelque chose que peut-être des fois je sentais, bah, je le faisais, puis papa me disait si je devais le mettre ou pas. Par contre, dans Cassie, on avait les situations, mais au fur et à mesure de comment le film avançait, le tournage, pendant qu'on tournait, bah, c'est comme si on improvisait. Bah, papa, comme il dirigeait un peu, il disait qu'est-ce qu'on devait faire, mais il n'y avait pas vraiment de texte. Et c'est ça qui est cool parce que bah, c'était encore plus naturel, parce que c'était spontané. Alors, bah. C'est-à-dire qu'en fait, dans Cassie, je donnais les dialogues 5 minutes avant le tournage. Le principe était que les acteurs n'avaient pas le temps de fabriquer des préjugés. Ils avaient juste le temps d'apprendre par cœur le texte. Et je leur disais, vous inquiétez pas, du moment que vous êtes dans la scène, si jamais vous avez envie d'ajouter un mot ou un autre, c'est pas du tout un problème, quoi. Il m'arrivait même parfois de leur dire quel était juste le thème de la scène, et de leur dire allez-y, avec des mots-clés. Ce qui fait que, en fait, ils n'étaient même pas des personnages. C'est ce que Natacha disait, elle dit je suis le personnage, mais moi j'avais même l'impression, et ce que je trouve assez remarquable avec Natacha, c'est que elle est plus que le personnage, elle est la personne. C'est-à-dire qu'en fait, elle se met entre parenthèses, elle, en tant que personne, en tant qu'individu. Elle n'est plus Natacha, elle est la situation qu'elle est en train de jouer. Donc elle n'est plus à se demander si elle est en train de la jouer. Elle vit la scène. Elle vit la scène comme si c'était sa vie, en fait. Alors, toi, dès le premier film, après coup, après coup, est-ce que tu savais qu'elle avait cette capacité de connecter comme ça avec un personnage, ou est-ce que ça t'a surpris en la dirigeant la première fois? Bien sûr, j'ai été surpris, en fait, parce que je ne pouvais pas savoir quelle était l'étendue de ses possibilités.
Mais ce qui m'a très rapidement impressionné, c'était sa capacité à se mettre dedans. Et en fait, d'ailleurs même Laurent Lucas et Laurence Dauphiné avec qui on tournait, ont remarqué ça très vite. Et moi, ça m'a mis en confiance parce que je me suis dit, si Natacha est capable de faire ça, alors je peux lui demander des choses compliquées. Parce que le problème quand on tourne avec des enfants, c'est qu'on a toujours un petit peu tendance à les cantonner dans des rôles d'enfants. C'est-à-dire on leur donne des choses à faire qui ne sont pas trop complexes. Je pense que les enfants sont aussi compliqués que les adultes et qu'il faut leur faire faire des choses qui ont de la complexité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Natacha, je lui demande de faire quelque chose sans avoir à lui expliquer pourquoi il faut le faire. Comme elle le vit et elle donne le résultat, elle donne la bonne émotion en fait. Est-ce que tu le vis comme il le décrit? Sur la manière qu'on a travaillé sur Cassie, c'est vraiment une manière, en fait, je pense que il y a beaucoup de manières de travail que j'aime beaucoup. Mais en fait, sur Cassie, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est ça, de ne pas avoir le temps de réfléchir, de ne pas avoir besoin de pratiquer comme, admettons, une pièce de théâtre. C'était plus relax, puis c'était plus intéressant, je trouve, parce que tu étais plus libre dans ton jeu, puis c'était plus comme ton personnage. C'était moins le texte, c'était ce que tu disais, ce que tu décidais de dire à partir de ce qu'on t'avait dit de faire. Alors moi, j'ai préféré, j'ai vraiment aimé. Qu'est-ce que tu pourrais dire que tu as appris de cette expérience? C'est comme si, à l'intérieur de moi, c'est comme si, depuis que j'étais née, j'aimais ça. Puis à un moment donné, je l'ai développé. Mais sur le tournage, une des choses que j'ai appris, c'est vraiment comment ça se passe sur le plateau de tournage, les caméras. Ce qu'on voit, par exemple, une scène peut durer 30 secondes, mais ça prend du temps, ça peut prendre une avant-midi entière à faire. Il y a l'équipe à placer, il y a le tournage, il y a le texte à dire. Alors, c'est pas pareil. Donc j'ai vraiment surtout appris j'ai appris des choses au niveau du jeu, mais surtout ce qu'il y avait sur le plateau de tournage. Puis, est-ce que ça t'a surpris? Comment se fait un film? Parce que peut-être qu'avant de faire après coup, que toi, ça pouvait t'intéresser de faire du théâtre, de faire une scène ou d'acter ou de jouer, comme on dit. Mais qu'une fois sur un plateau, tu sais, OK, c'est un peu plus complexe, il y a toutes ces caméras. Peut-être c'est tout le contraire. Peut-être que ça t'aide à rentrer dans le personnage, le fait qu'on est là, on travaille, tout le monde est prêt, on est là pour toi. Je ne sais pas si ça aide. C'est sûr que les gens, admettons, qui filment l'équipe et tout, elle te met dans le truc aussi. Si par exemple, il y a quelque chose que tu n'es pas sûr, c'est sûr que si tu te sens à l'aise, tu vas y arriver et tu peux... Quand on fait un texte de théâtre, par exemple, je disais à mes amis le jour où on pratique une pièce de théâtre à l'école, tu te prépares, mais quand tu fais la pièce, tu peux pas te manquer. Tu peux, mais ça marche moins. Alors que sur un tournage, tu peux couper et le refaire. Alors, c'est sûr que moi, et je sais pas si c'est sûr que ça te met dans l'action, mais tu sais aussi que si jamais il y a un problème, tu peux recommencer et que les gens autour de toi, ils vont te mettre en confiance avec ça et qu'ils vont te mettre à l'aise. Donc, c'est moins... C'est pas... Voilà. D'abord, Natacha a eu beaucoup de chance, c'est que elle a directement été propulsée dans un univers de travail professionnel, avec des acteurs de qualité. Elle a travaillé avec une vraie équipe de cinéma sur après-coup, et puis elle avait eu la chance de donner la réplique à Laurent Lucas, qui est un grand acteur français confirmé, et à Laurence Dauphiné, qui est une excellente comédienne qui travaille ici au Québec. Elle n'a pas eu le temps de développer des défauts, en fait. Parce que c'est ça le problème, c'est que souvent quand on commence tôt et que c'est bien les pièces de théâtre qu'on peut faire à l'école ou des petits courts-métrages entre amis, ça développe le côté créatif et artistique, mais ça donne des gros défauts au niveau professionnel qui sont très compliqués à corriger après quand on arrive dans un milieu professionnel. Et donc en fait, ce qui a été vraiment formidable pour Natacha, c'est qu'elle a été baignée tout de suite dans des équipes de cinéma qui attendaient des choses vraiment pas un résultat d'amateur. Je dois dire que ma première grande expérience de mise en scène, je l'ai eue grâce à Laurent Lucas, parce que c'est un formidable acteur, et il m'a permis d'évaluer quelle était la qualité de jeu. C'est-à-dire, quand un metteur en scène a la chance de travailler avec un grand acteur, il arrive à voir où se situe la limite entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Parce qu'en fait, il faut avoir l'oreille. Un metteur en scène, c'est quelqu'un qui doit avoir l'oreille. C'est quelqu'un qui doit être capable de voir où se situe le bon jeu et où se situe le mauvais jeu. Et donc j'ai tout de suite été placé en orbite grâce à Laurent Lucas.
Et ensuite, c'est vrai que Natacha m'a permis d'ouvrir d'autres portes au niveau de la mise en scène, c'est-à-dire dépasser le fait de jouer, d'acter. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec Cassie, parce que ça s'est propagé aux autres acteurs aussi du film. C'est-à-dire d'essayer d'arrêter d'être des personnages, mais de vivre la scène pour de vrai, quoi. Et c'est pour ça que je les ai privés de plein de choses. Je les ai orientés, mais toujours au dernier moment. Je leur disais pas quels étaient les décors. Ils apprenaient les décors 5 minutes avant. Ils savaient pas où ils allaient tourner. Je leur donnais les dialogues 5 minutes avant, etc., etc., etc. Ce qui fait que je créais des mises en situation où ils arrivaient, ils étaient encore sous le choc de tout un tas d'informations et ils n'avaient pas le temps de réfléchir. Parce que je pense que souvent le mauvais jeu au cinéma, il provient de la réflexion en fait. Il y a plein, c'est sûr que quand on est un grand mathématicien, il vaut mieux réfléchir, mais pas sur un plateau de cinéma. Il ne faut pas travailler non plus à l'instinct. Il faut avoir une conscience de ce qu'on fait et ensuite, il faut être dans la vie. Il faut pas se dire qu'on est en train de jouer. Il faut se dire qu'on est en train de vivre. Et c'est ça qui est particulièrement réussi, je pense, dans Cassie. Et ce que j'ai aimé, c'est que le naturel de Natacha s'est un petit peu diffusé dans l'équipe. Et les autres acteurs, en fait, je pense pouvoir dire qu'ils se sont aussi alignés sur Natacha. Ils n'étaient plus dans le jeu non plus. Ils étaient dans la vie. Un enfant peut nous donner ça sur un tournage. Tu me disais même que tu avais tourné en chronologie. Oui, alors j'ai tourné en chronologie parce que ça aussi, ça participe de l'expérience, qui est d'aller chercher la vie. Dans la vie, elle n'est pas déstructurée comme ça. On avance de façon chronologique. Mais le problème, c'est que sur les grosses productions où il y a beaucoup d'argent, il y a des grosses équipes, on est obligé comme ça de briser la chronologie parce que pour des questions économiques ou d'organisation. Mais nous, sur une petite équipe comme celle-là, on a pu se permettre de travailler de façon chronologique. Et ça, c'est vraiment remarquable. Bien, on voyait même, j'ai remarqué, le sachant, en regardant le film, j'ai vu Natacha changer à travers le film. Par exemple, j'ai vu que tu devenais plus fatigué. Au début du tournage, tu étais plus fresh, tu vois? Puis c'est normal, là, tu travailles tous les jours, on filme et tout, c'est fatigant. Puis on te voit à travers le film devenir, j'ai remarqué, tu avais des petites cernes qui se développaient que je suis certain qu'on ne te les a pas rajoutées. Puis ça fitait avec le personnage, évidemment. À la fin du tournage, on me voit pleurer dans les bras de Diana, l'actrice. Mais il y avait une partie qui était complètement vraie, des larmes de moi qui étaient toutes rouges. Parce que c'était la fin du tournage, la dernière scène était très compliquée au niveau des émotions, au niveau... en plus c'était la fin du tournage, il faisait chaud, c'était compliqué à tourner, même si ça restait toujours agréable, mais... Alors à la fin, c'était pas seulement des fausses larmes, j'étais dans le jeu, mais à la fois, là pour le coup, c'était vraiment complètement quasiment la réalité. C'est juste que dans la vraie vie, ce que je jouais, ça m'arrivait pas dans la vraie vie, mais mes émotions étaient quasiment réelles au complet. Donc c'était plus facile à jouer. Mais d'ailleurs, le film est construit de telle sorte qu'on va vers un drame absolu. Et ça pesait sur nous. Ça pesait sur moi en tant que metteur en scène. J'ai fini vidé. J'ai eu presque un malaise à la fin du film. Parce que on était tellement de façon chronologique qu'on vivait tous les choses. Et on était vidé. À la fin, on était complètement vidé. Et c'est vrai que Natacha, elle était vidée à la fin. Et je suis très content que tu aies vu ça. Parce que ça ne se travaille pas, ça. C'est naturel, ça se met en place, tout simplement. J'aimerais qu'on regarde quelques scènes du film. Je trouvais ça intéressant, justement, pour voir le développement. Puis voir le développement de ton jeu aussi. Tu sais, si un jour j'ai un crash aérien, admettons, tu sais, qu'est-ce que ça va me changer de connaître mes prismes? La première des choses qui t'aiderait, c'est juste d'enlever tes écouteurs. Hein? Mais... Là, tu mets ça de côté, tu prends ton crayon, puis t'écris. Oh, mais arrête, là, c'est bon! J'ai pas envie de faire mes devoirs! T'es grosse, tu ressembles à une vache, sérieux, ça me tente pas de faire mes devoirs avec toi! Dieu. En plus, t'es moche, t'es full méchante! Je te déteste. Non, moi, tu penses pas que je te déteste en ce moment? T'es de même à chaque fois que je viens.
Non, sérieux, là? Dégage! Ben oui, je vais le faire. Qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais, là. Ça marche vraiment pas avec votre fille, là. On va se parler. Non, sincèrement, là, ça fait 3 fois que je viens, puis les 3 fois, ça fonctionne pas. Là, moi, j'ai mon quota, là, puis vous arrangez avec. C'est choquant. Je pense pas que tu oserais une seule fois insulter comme quelqu'un comme ça. Donc, mais tu l'as fait si bien, ce qui est choquant pour nous comme spectateurs. Donc, dis-moi, comment tu as réussi à aller chercher quelque chose comme ça si tôt dans le tournage? Il y a peut-être... Je suis absolument pas comme ça dans la vraie vie. Bien sûr, j'arriverai jamais à insulter quelqu'un comme ça et tout. Je suis absolument pas comme ça, mais par exemple, quand je fais mes devoirs, ça peut m'arriver dans ma tête de commencer à être super énervée. Et en plus, j'ai arrivé à le jouer. Je sais pas comment. Peut-être parce qu'il y avait justement une toute petite part qui était vraie aussi. Parce que, en fait, quand on me dit de faire quelque chose dans les tournages, c'est ça, je suis complètement dedans. Alors même si je suis pas comme ça dans la vraie vie, quand je suis dans le tournage, je suis comme ça. Alors j'arrive à le faire complètement parce que, comme on a dit tantôt, je suis la personne. Alors, c'est comme si on me donnait le texte, et à partir du texte, ça rentre en moi et c'est moi. Alors, Est-ce que tu y as mis plaisir, au moins, à être méchante parfois? On se défoule. Il y a une scène où je défonce ma chambre, où j'envoie des plats par terre, des billes, une chaise, je balance une chaise. Et ça fait du bien parce que dans la vraie vie, on peut vraiment pas se permettre de... Sauf quelqu'un dans ma situation dans le film, mais on peut pas se permettre de faire ça. Même si je suis pas comme ça, c'est drôle aussi. Puis dans les films, je me suis sûrement demandé des fois comment ils faisaient, si c'était prévu. J'ai même des amis qui m'ont demandé. Et en fait, on avait tout organisé pour que je puisse tout balancer. Et c'est drôle. Je suis pas énervée, je trouve ça drôle. Et je trouve ça... Ouais, c'est ça, c'est marrant. Dans ces cas-là, moi, ce que je lui dis à Natacha, je lui dis, il faut pas que tu te retiennes. Parce que dans la vie, on se retient pas. Quand on a de la colère, on l'exprime. Soit tu l'exprimes, soit tu l'exprimes pas. Et ce qui était intéressant dans cette scène qu'elle joue avec Valérie Leclerc, que j'aime beaucoup d'ailleurs, Valérie Leclerc, elle joue souvent des petits rôles comme ça sur mes films. Ouais, j'ai remarqué qu'elle était aussi. Ça, et j'ai dit, j'ai pas prévenu Valérie, je lui ai pas dit qu'elle allait se faire insulter et tout ça. Et donc j'ai glissé à l'oreille de Natacha, parce que sinon elle aurait surréagi à la chose et ça aurait tué la scène. J'ai dit à Natacha, tu y vas très fort et tu montes petit à petit et puis tu l'insultes, tu la tête de grosse vache, de tout. Mais Natacha savait pas qu'elle n'était pas prévenue. Et donc je pense qu'elle est vraiment choquée pour de vrai. Elle est choquée pour vrai. Ouais, ça paraît. C'est pas gentil ce qu'on lui dit. Hein. En effet. On s'est réconciliés. Regardons la prochaine scène, s'il te plaît, Jeanne. Bon, on y va? Finalement, j'ai pas vraiment envie d'y aller. Et en plus, je l'aime pas tant que ça, cette copine. Bon. J'ai l'impression que je peux jamais te parler de maman. C'est vrai, à chaque fois que je t'en parle, on dirait que c'est mal ou que tu essaies d'éviter le sujet. Bon, allez, on va chez ta copine, là, parce que tu vas pas rester ici toute l'après-midi. Hein. Non, j'ai pas envie d'y aller, puis d'abord, j'étais en train de te parler. Mais non, allez, on y va. Il y a plusieurs scènes comme ça où la caméra, on voit la caméra travailler. Il y a des rack focus, on cherche le focus, on cherche le cadrage. Les choses ne semblent pas toujours aller comme on veut. Tu sais, parfois, l'acteur il va se placer drôlement, qu'on ne verra plus l'acteur principal. Puis pourtant, au montage, ça reste. Donc, je voulais te parler de cette décision pour toi, tu sais, de garder ces moments-là au montage. Est-ce que c'est par manque de piétage ou est-ce que c'est plutôt pour laisser justement respirer les choses, que cette authenticité ressorte un peu? Ah bah, c'est à la base même de la définition de mise en scène de ce film. C'est un travail que j'ai décidé dès l'origine. Et d'ailleurs, là, les scènes qu'on peut voir dans le film sont parfois plus sages que ce que j'avais, justement, dans les rushs. Parce qu'en fait, l'idée, c'était de dire, c'est pas la caméra qui fait le film, c'est les acteurs. Les acteurs vont se déplacer de façon selon leurs besoins, selon leurs émotions.
S'ils sortent du cadre, tu vas pas forcément les chercher. J'ai dit au directeur photo, à André Paul. Je lui dis, il faut toujours que tu aies un petit temps de retard sur l'action. Parce que justement, ce qui me déplaît assez dans beaucoup de films qu'on voit aujourd'hui, c'est que les films sont tellement formatés. Je ne sais pas si vous vous remarquez, mais la plupart du temps, dès qu'un acteur se déplace, la caméra le suit de façon extrêmement fluide, ce qui semble dire que finalement, on sait exactement ce qu'il va faire. Et c'est pas normal, parce qu'on ne sait pas ce qu'il doit faire normalement. Et justement, ce que j'aime, moi, dans cette forme de cinéma, c'est que l'acteur doit se sentir totalement libre de se déplacer et de faire ce qu'il a envie de faire et besoin de faire en fonction de l'émotion qu'il est en train de jouer. Et justement, ce qui était très important, c'était que j'avais dit à André Paul, j'avais dit, si tu as des pertes de focus, c'est pas grave, tu les récupères. On voit bien que c'est pas un problème technique, on voit bien que c'est un parti pris du film. Okay, et surtout, je lui avais dit, c'est très important, on va souvent laisser parler les acteurs hors champ. On ne va pas les chercher. On n'est pas obligé à chaque fois de tout donner. Je pense qu'il faut créer des frustrations pour le spectateur. C'est dans les frustrations du spectateur qu'il y a des attentes. Et je pense que beaucoup de films sont assez ennuyeux aujourd'hui parce qu'on donne tout. Dans un champ contre champ, alors on est sur l'acteur, puis sur l'autre, puis sur l'autre. Puis alors tout est bien réglé, puis tout est bien net. Et puis au bout d'un moment, on a juste envie de partir, quoi. Et si on fait bien notre travail de metteur en scène, si on a bien défini nos personnages, parce que le réalisateur, lui, il a une vision d'ensemble du film. Alors que chaque acteur, il vit son personnage à 100%. Moi, le 100%, il se divise dans tous les compartiments du film. J'ai 100% qui sont l'accumulation de tous les compartiments du film. Mais eux, ils ont 100% que sur leur personnage. Donc, s'ils sont bons, s'ils sont justes, on peut presque leur faire confiance. Et aussi bien Natasha que Ayana Oshun et Stéphane Crowe, se sont, on peut dire, quasiment jamais trompés dans l'interprétation de leur personnage. Donc quand ils sortaient un peu du texte que je leur avais donné, c'était toujours juste. Parce qu'ils savaient qui ils étaient. En fait, je pense que le travail de mise en scène, c'est de communiquer à l'acteur qui il est. Et si l'acteur est intelligent et qu'il joue bien, pratiquement tout le film est fait après. C'est juste un travail de surveillance en fait. On essaie juste de voir si tout se met en place. Tu parles beaucoup comme le dogme danois. Tu connais le dogme? La seule différence que je peux percevoir, c'est peut-être la musique. Tu sais, dans le dogme, il n'y a pas d'utilisation de musique, seulement la musique qui est sur place. Tu sais, donc, s'il y a de la musique qui joue sur une radio, par exemple, ça peut rentrer dans le film, mais pas rajouter. Puis, une autre chose, par exemple, qu'ils font comme toi, c'est qu'ils ne bloquent pas les acteurs. Tu n'as pas le droit dans le dogme de bloquer tes acteurs. Tu les laisses aller, sortir, rentrer du cadre comme bon leur semble, puis c'est à la caméra ensuite de les suivre. C'est pas le contraire. J'ai dit à André Paul, j'ai dit je veux pas de lumière artificielle. La seule lumière artificielle qu'on a ajoutée dans le film, c'est la chambre de la petite fille, parce qu'il fallait quand même créer une ambiance de chambre d'enfant. Alors par rapport au dogme, j'aime beaucoup le dogme, mais il y a juste une chose que j'aime pas dans le dogme, c'est qu'il y a un petit côté esthétique et puis il y a un côté expérimental. Et moi je travaille pas sur l'expérimental, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Je suis pas du tout sur l'expérimental parce que ce qui m'intéresse le plus au cinéma, c'est les sentiments. Et je pense que plus on va vers l'expérimental et plus on s'éloigne des sentiments. Lars von Trier, lui, il s'en sort. Mais c'est pas toujours le cas, quoi. Et effectivement, au niveau de la musique, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, dans mon film précédent, dans Après coup, j'ai pris cette décision incroyable de ne pas mettre de musique. Il n'y a pas de musique du tout. Parce que c'était des sentiments qui étaient exacerbés, qui étaient à fleur de peau. Et je me disais, il faut surtout pas donner une musique qui va indiquer. Par contre, dans Cassie, j'ai tout de suite senti qu'il y aurait de la musique. Et j'ai tout de suite senti que j'allais la demander à Benjamin. Ah ouais? Bon, ben c'est un parfait segue, en fait. On va regarder la prochaine scène que j'ai choisie pour introduire Benjamin, justement.
Alors, c'est quoi ton nom et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah oui, alors, moi c'est Benjamin Mitrani, donc je suis le fils de... Tiens, je vais le prendre pour toi. Oh, merci beaucoup. Ouais. Donc je suis le fils de Noël. Et dans la vie, c'est ça, je compose de la musique, j'aime beaucoup les arts en général, je dessine beaucoup. Donc je fais la musique et le dessin, c'est vraiment les deux trucs qui me passionnent dans la vie. Et, Quel âge as-tu? J'ai 20 ans. OK. Je vais avoir 21 dans une semaine et demie environ. Et j'ai hâte. Alors, à 19 ans, Ouais. tu as composé ta première bande sonore pour un film, un long métrage, rien de moins. C'est pas mal. Ouais, Pour c'est... commencer, c'est incroyable. Sincèrement, je pense que... je sais pas s'il y en a d'autres qui ont fait ça si jeunes. D'autres compositeurs qui ont composé la musique complète pour un long métrage. Donc, toi, tu n'as pas étudié, à 19 ans, tu ne pouvais pas avoir déjà étudié, disons, la musique de film, par exemple. Ou, puis pourtant, en regardant le film, je ne sais pas si tu l'as composé d'une façon chronologique toi aussi, mais on sent vraiment les thèmes se développer. C'est comme si même dans cette scène qu'on vient de regarder, j'avais l'impression qu'on voyait le début d'un thème. C'est la seule scène du film, je crois, où il y a seulement de la musique. Donc, le reste du son s'efface pour laisser place entièrement à la musique. Puis, on voit le début d'un thème qui se développe à travers le film. Est-ce que j'ai bien perçu la chose? Que c'est comme si Cassie ou peut-être sa mère a ce thème qui ressort de plus en plus? Déjà, avant même de vraiment faire le film, papa m'a dit « Bon, alors tu vas faire la musique du film. Ce que je veux, c'est que tu commences d'abord par me créer une banque d'émotions, presque, on va dire. Donc, tu vas me faire un thème triste, un thème mystérieux, un thème où il se passe, par exemple, il y a un côté agressif, etc. » Et donc moi, je me suis mis donc, au piano pour composer les différents thèmes. Et à partir de là, j'ai regardé la première version du film, donc les premiers rushs assemblés. Et là, donc, j'étais allé au café et tout ça avec le film. Et puis donc, j'ai écouté l'intégralité du film et j'avais un petit carnet et je notais tous les moments où une musique pourrait être nécessaire et quelles étaient les émotions reliées à ça. Et donc ensuite, j'ai regardé dans ma banque de sons si j'avais des éléments qui pouvaient concorder. Et en plus, après, j'ai recomposé par la suite d'autres morceaux. Et j'en ai aussi rajouté que j'avais déjà composé des mois avant, que j'ai essayé. Je me suis dit, ah, tiens, c'est intéressant, ça marche, je vais le garder. Donc voilà. Puis, tu as aimé ton expérience? Oui, bien sûr. Ouais. Au début, c'était une grosse responsabilité. Alors justement, c'était ma première vraie expérience comme ça. Normalement, je fais la musique pour moi ou avec des amis. Et là c'était vraiment pour un vrai projet de cinéma. Donc, je sentais que c'était quelque chose, mais j'ai tout de suite accroché dès qu'un jour papa est revenu du montage. Et il a dit ah bah là c'est formidable, on a trouvé une musique qui concorde super bien, c'est la musique du générique de fin. Ouais. Ça marche vraiment bien, on ressent super bien les émotions, super, continue. Et à partir de là, je me suis dit, j'ai ressenti un soulagement. Je me suis dit ah c'est bon, ben mon travail concorde avec le sien, on va pouvoir continuer sur cette lancée et continuer pour achever le film, quoi. Puis tu penses le refaire? Tu penses continuer à composer pour l'écran? Pour composer à l'écran en général? Ouais, composer pour l'écran. Parce que c'est pas la même chose. Oui, non, c'est vrai, parce que même si ça dépend du médium, en fait. Oui, exact. Puis là, dans ce cas-là, la musique vient en second plan, si je peux me permettre. Bien sûr, tu sais, c'est là au service de l'histoire, plutôt que composer pour la musique. Tu sais, tu es pour le service de la musique dans ce temps-là. C'est justement ça la différence avec ce que je fais d'habitude, c'est que normalement, je fais de la musique pour de la musique, donc c'est du son pour du son. Et là, c'est une autre réalité, c'est le son au service de l'émotion, au service de l'image. Donc c'est ça, c'est pas du tout la même chose. Et au début, il fallait l'apprendre, donc il faut vivre l'expérience pour le savoir. C'est comment travailler avec ton papa, justement? En fait, il n'y avait rien de différent avec mon processus habituel. Je faisais de la musique pour faire de la musique. Et ensuite, une fois que j'ai regardé le film, là, c'était une autre dimension. En fait, au moment où j'ai regardé le film et que j'ai dû analyser le film et la musique que j'allais créer, c'est là que nos deux mondes se sont rencontrés, en fait. Et à partir de là, j'ai eu la chance qu'il a pas mal aimé tous
tous les thèmes que je lui ai envoyés. Il y en a certains qui n'ont pas été retenus. Mais Tu lui en veux encore, j'imagine? oui, bah, je pleure des fois. non, pour de vrai, c'est très bien, quoi. Bah, je m'y attendais, tu vois. Et de voir le résultat final avec ta sœur, le travail de ton père, évidemment, c'est l'histoire qu'il avait à raconter et tout. Tu ressens, j'imagine, une sorte d'appartenance par rapport à l'ensemble aussi, ce projet de famille, ultimement? Il y a beaucoup de fierté, oui. Ouais. Mais déjà, de voir que des membres d'une même famille sont capables de créer un contenu artistique comme ça, c'est beau. Et ensuite, le fait de le faire avec quelqu'un d'autre, parce que même si c'est moi qui a composé la musique, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a composé avec moi, mais c'est le simple fait de lier son travail à celui de quelqu'un d'autre. Ça fait plaisir parce que normalement, je le fais quand même souvent tout seul. Et voilà, quoi. Ouais. Natacha, toi, c'est comment travailler avec ton papa? Je trouve que c'est bien de travailler avec quelqu'un de proche comme son père en débutant parce que ça te met à l'aise au niveau de l'environnement du plateau, du cinéma, du texte, de l'expérience en fait. Et je pense, je sais pas si j'aurais été aussi à l'aise et si j'aurais autant aimé le cinéma sans papa parce que c'est une expérience qu'on a partagée nous deux, puis aussi ça me met beaucoup plus à l'aise que par exemple j'avais tourné avec une petite fille qui s'appelle Florence, elle était un peu plus vieille que moi et elle arrivait sur le tournage mais les caméras, les gens, elle connaissait personne, alors il y avait sa mère mais je pense que c'était important aussi de créer des liens d'amitié avec elle et tout parce que ça marchait mais aussi que c'est utile pour que ça fonctionne le tournage puis pour que ça matche ensemble. Et je pense que maintenant que je suis lancée avec papa et que je suis à l'aise, j'aimerais beaucoup continuer avec de la famille avec mon frère et tout. Mais je pense que ça va beaucoup m'aider si jamais je continue à faire ça, parce que je connais déjà. Mais ce qui est très intéressant avec le cinéma, c'est que ça pardonne pas en fait. Et quand on prend la responsabilité de travailler avec ses enfants, ça peut pas être qu'un cadeau qu'on leur fait. Benjamin, qui est quand même, qui est encore un adolescent lorsqu'il a composé pour ton film, tu devais avoir une immense confiance en son talent pour pouvoir lui donner ce travail pour lequel tu as été très bien rémunéré, je suis certain. D'abord, c'est mes enfants, je les aime et je les connais très bien. Ouais. Je sais quelles sont leurs possibilités. Pour ce qui est de Natacha, je la vois évoluer tous les jours. Je vois bien qu'elle a une relation avec le jeu, avec l'art dramatique qui est tellement naturelle que je me dis qu'en situation, sur un tournage, il y a quand même des chances pour que ça donne quelque chose. Maintenant, on ne sait jamais, il faut toujours vérifier ces choses-là. Hein. Ouais. Bon. Et la confiance, pour moi, ça va de soi. C'est le prolongement de l'amour. Si on aime une personne, on lui fait confiance. Et pour ce qui est de Benjamin, je dois dire que je l'entends travailler. À la maison, je l'entends toujours en train de composer des choses. Il me les fait écouter et je suis toujours impressionné. Parce que ce sont des airs qu'on a tout de suite dans la tête. Et c'est assez fascinant parce que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que, en fait, moi, je joue pas bien à la comédie. Quand j'essaie de jouer, je me sens pas très à l'aise. Alors de voir ma fille qui sait jouer, je trouve ça merveilleux parce qu'elle apporte quelque chose que moi, j'ai pas en moi. Je suis quelqu'un d'assez extraverti dans la vie de tous les jours, je suis très à l'aise, mais au moment où je joue, j'ai pas tout ça en moi. Je suis vraiment un réalisateur, je suis pas un acteur. Et je vois ma fille qui a ça, c'est merveilleux. Et Benjamin, alors là, Benjamin, c'est encore plus parce que je ne sais absolument, j'adore la musique. Il y a de la musique à la maison en permanence. Tout le temps, on écoute de la musique, je leur fais écouter des morceaux de musique, j'essaie de les initier même à de la musique qui ne sont pas forcément de leur époque. Et Benjamin, d'un coup, est arrivé avec ce talent, et ça m'a complètement sidéré, parce que là, pour le coup, ça ne pouvait pas venir du tout de moi, parce que je ne suis pas du tout musicien. Et en même temps, ce qui était assez merveilleux, c'est de me rendre compte que ces compositions, elles étaient dans le prolongement de mes sentiments de père. Je suis très à l'aise quand j'écoute la musique de Benjamin, je suis ému. Quand j'ai posé la musique sur le générique de fin, la musique, le thème qu'il a créé, j'avais les larmes aux yeux. On était avec la monteuse, Clara Merveille. On a eu les larmes aux yeux. Ça nous a bouleversés. C'est-à-dire que, en plus, on a fait quelque chose, c'est que
avant de placer la musique, on a vraiment fait le montage. Parce que souvent, ça peut être une forme de facilité d'aller commencer à placer des morceaux de musique. On s'appuie là-dessus. On s'appuie là-dessus. Ça, je voulais pas du tout ça. Je voulais que le film fonctionne sans musique, mais je savais qu'en plus, on aurait cette fleur, cette chose finale qui allait tout améliorer encore plus, accomplir tous les sentiments du film avec la musique. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, Benjamin a composé 2 catégories de musique, en fait. Il y avait des musiques qui étaient atmosphériques, des musiques illustratives, c'est-à-dire des musiques qui permettaient d'accompagner des sentiments. Par exemple, le côté un peu cruel et dur du personnage masculin, il avait un thème pour lui. Il y avait un thème qui était mystérieux, il y avait le thème de la nostalgie par rapport à la mère qui était décédée, qui était un piano, etc. etc. Mais c'était des thèmes qui étaient assez sobres, qui donnaient pas trop de mélodie. Hein, c'était des nappes, c'était des petites ambiances. C'est ça. Et on s'est réservé pour le thème final, c'est-à-dire la musique de générique, qui est une musique qu'on peut écouter même en dehors du film, tellement elle nous prend. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as des choses à dire sur ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est que en fait, le thème final, c'est la seule chanson, entre guillemets, qui est aboutie. C'est-à-dire que si on écoute la version MP3, il y a un point A et il y a un point Z. Ouais. Alors que tout ce qui est au niveau des ambiances, etc., c'est pas une chanson qui dure 4 minutes 25, par exemple. Tu vois. Et c'est ça qu'on sent développer dans le film. C'est arrivé par le montage là, que je comprends un peu mieux le processus, mais ouais, c'est pour ça. Puis quand il y a le générique de la fin, on sent qu'il y a de quoi de complet qui est amené dans l'histoire, reflété évidemment par la musique. Donc, en fait, on est toujours au service de l'image pendant tout le film, et à la fin, en fait, il n'y a plus d'image. Il n'y a que du texte qui défile, donc c'est là qu'on voit le... Par rapport à Slip, pourquoi tu trouves ça intéressant? Eh bien, là je me suis offert un luxe extraordinaire que seule une petite production où on est soi-même producteur. C'est qu'on a tourné le film au printemps, mais je tenais énormément à tourner des scènes en hiver avec la neige. Il fallait créer des scènes qui allaient apparaître comme nostalgiques dans le film, entre la mère et la petite fille. Et en fait, Mélodie Mainville, je l'ai contactée en plein hiver, pendant la période hivernale. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux consacrer une journée où on va aller dans des parcs, on va se promener, on va aller dans des modules, et puis tu vas être avec Natacha, et puis on va créer des situations de vie avec ta fille dans la neige. Et on a passé toute une journée merveilleuse où on a filmé, et j'ai filmé avec mon téléphone cellulaire en fait. Okay. Parce qu'en fait, ça ne devait pas être avec une caméra de cinéma, puisque c'était des scènes, c'était quasiment des selfies en fait, des photos qu'elle se faisait entre elles, ou que sa fille prenait en photo. Et je savais que ça apporterait une charge émotionnelle extraordinaire au film, et c'est le cas. Et donc en fait, ce personnage de la mère, en fait, elle est morte dans le film. Et on ne la voit qu'à travers des images qui avaient été filmées sur un téléphone cellulaire. Donc c'est comme ça, c'est un peu, c'est pas des flashbacks, hein. Non, mais ça sert de flashback. Justement, c'est pas des flashbacks. On les voit dans le téléphone, c'est saisissant. Et c'est vrai que c'est un peu le genre de scène qu'on aurait tourné en Super 8 il y a quelques années dans les films. Aujourd'hui, on les fait avec un cellulaire. Cette scène-là, particulièrement, on dévoile un peu l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé à la mère. Et j'ai trouvé ça intéressant par rapport à après coup, qu'il y ait certains liens quand même flagrants entre les deux histoires. Tu peux les nommer toi-même, peut-être mieux que moi, je ne sais pas. Par exemple, il y a quelqu'un qui s'est fait frapper dans les deux cas. Ouais, puis c'est dans les deux cas le déclencheur de l'histoire. C'est ça qui fait que tout arrive par la suite. On va créer un manque très fort au niveau d'un personnage pour lui faire vivre une épreuve émotionnelle. Ben c'est ça. Ça aussi, c'était ce manque
qui était présent à date dans tout ce que je peux, ce manque humain, là, tu sais, d'une personne qui est partie, puis comment ensuite, puis les personnages vivent ça, puis d'un film à l'autre, tous les personnages réagissent différemment. Ça fait ressortir quelque chose de différent dans chacun. J'ai trouvé ça très intéressant comme lien commun, comme déclencheur commun. Puis aussi, cette relation dans ces deux films entre un père et sa fille. Puis encore une fois, que j'ai l'impression que c'est des relations très différentes. En tout cas, moi, je l'espère pour Cassie, de celle que tu as avec ta propre fille. Donc, Natacha, c'est ta seule fille? Oui. Voilà, donc, est-ce que ta relation dans Coup sûr, par exemple, est-ce que vous avez vécu des difficultés comme ça, que vous avez dû surmonter? C'est pas qu'on les a vécues, mais c'est que je vis dans la crainte d'avoir à les vivre. Oui, c'est ça. Tu oses faire des choses à l'écran qu'évidemment, tu peux pas avoir vécu. En fait, j'ai envie de dire, on a une famille qui est tellement fonctionnelle que j'ai l'angoisse du dysfonctionnel. Et d'ailleurs, on vit à une époque où les familles sont assez dysfonctionnelles, et c'est quelque chose qui m'inquiète et qui me hante assez, au point que je le mets dans les films. Et puis c'est une façon aussi de décrire en creux la valeur des sentiments. C'est en disant, regardez, c'est quand les sentiments sont plus là, c'est quand une personne n'est pas là, qu'il y a un manque irréparable, comme par exemple un décès d'une personne qu'on aime, on doit quand même continuer à vivre, alors que la personne qu'on aime ne reviendra plus jamais. Comment on vit ça? C'est quelque chose qui m'angoisse. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? Je ne l'ai pas vraiment vécu, mais ça m'angoisse. C'est très intéressant. Et ça m'angoisse, et d'ailleurs j'en parle souvent avec ma conjointe. Je suis assez angoissé par l'idée que je puisse vivre sans elle et qu'elle puisse vivre sans moi, à tel point que j'aimerais qu'on meure tous les deux dans le Titanic, comme c'est la scène là où on meurt en même moment. Oui, je vous vois là. On se serre la main. Moi, ça me conviendrait. Là, dans ce scénario, tu es Leonardo DiCaprio, si je comprends bien. D'ailleurs, c'est un film qui me touche, d'ailleurs, à cause de cette scène. Ce sont des scènes qui me touchent. L'idée que deux êtres qui s'aiment puissent être séparés par la mort est probablement la chose qui me travaille le plus et qui m'inquiète le plus. Alors évidemment, ça revient dans tous mes films. Et puis, il y a aussi cette idée que les gens deviennent meilleurs quand ils sont privés de quelque chose de grave. Je pense qu'il y a la plupart des êtres humains sont assez plates, quoi, assez inintéressants dans leur vie parce qu'ils vivent pas d'épreuves en fait. Ils vivent des épreuves moyennes ou assez médiocres. Ils n'ont pas assez d'argent, c'est pas cool, hein, mais ils n'ont pas assez d'argent, ou ils n'ont pas assez de ceci, ou pas assez de cela, ou des vacances qui sont pas assez longues. Mais c'est des petites choses moyennes. Ils se battent avec des choses moyennes. Et moi, ce que j'aime, c'est faire des films où les êtres humains sont face à des épreuves majeures et ils sont obligés de se redéfinir pour survivre émotionnellement. Parce que le grand combat d'une existence, c'est d'essayer de trouver les moyens de vivre, en fait, des raisons de vivre, en fait. Et c'est ça, en fait, que je vais. Tu vois, la question que tu me posais au début. Oui, voilà, c'est ça, on y arrive. Une dernière question pour toi, Natacha. On va regarder une scène avant. Qu'est-ce que t'as fait à maman pour qu'elle parte de la maison en courant? Rien. C'est quoi cette question? Je t'ai entendu crier fort sur elle, et elle pleurait beaucoup. Je lui ai dit plein de trucs méchants pour qu'elle parte de la maison comme ça. Tu arrêtes tout de suite cette discussion. C'est à cause de toi qu'elle est morte. Va dans ta chambre. Maman, t'es bien content qu'elle soit morte. Je suis tellement dans le personnage que ça se transforme en moi et je ressens les émotions du personnage. Alors après, il y a aussi un côté peut-être jeu, mais la plupart du travail est fait que je ressens les choses comme dans la vraie vie tellement je suis dedans. Une autre scène, Jeanne, s'il te plaît. Je pourrais juste dire quelque oui, chose bien sûr. D'abord, ça c'est une des scènes que je trouve les plus intéressantes du film. Quand on l'a tourné, c'était extraordinaire. Je voudrais rendre hommage aussi au travail de Stéphane Crow, qui est remarquable, parce que en fait,
il envoie un message de dureté. Il fait presque peur à Natacha, en fait. C'était ma prochaine question. C'était, je voulais montrer la... C'est ça. Alors que c'est un être extrêmement gentil dans la vie. Mais j'ai une amie l'autre jour qui te l'a demandé? Pas exactement, mais en fait, j'ai une amie, j'ai des amis, par exemple, j'ai une amie qui joue une petite scène dedans, et elle est venue le voir au cinéma, le film, et j'ai des amis qui ont vu la bande-annonce, j'ai des amis à qui j'explique. Et en fait, j'ai une amie qui m'a demandé, est-ce que des fois, ton père, dans le film, est-ce que il te faisait peur, et genre, ça te faisait vraiment peur? Et j'ai dit oui, parce qu'en fait, même si dans la vraie vie, Stéphane est quelqu'un de très gentil, pendant le tournage, par exemple, à un moment donné, il me crie dessus et me dit tu manges. Et, ouais. Et moi, ça me fait sursauter parce que, en plus, vu que c'est ça, j'ai pas eu le temps de m'y préparer, des fois, ça surprend pour de vrai. C'est comme papa a dit au début avec Valérie. J'avais pas le droit, elle devait pas le savoir pour que ça la surprenne pour de vrai. Donc, des fois, ça pouvait faire peur. Puis, ça te faisait peur, puis ça paraît, on te voit sursauter d'une façon réelle, inimitable. Puis, je me demandais justement, en te regardant vivre des relations avec des faux papas, dans 2 films différents avec lesquels tu as des relations très différentes dans les 2 cas, puis tu es là avec ton père sur le plateau en même temps, qui lui te met dans ces situations-là. Alors, je ne veux pas créer de conflit de famille, là, ou de dysfonction Noël, là, je sais que tu te vois angoissé. Non, je blague, évidemment. Mais quand même, je me suis dit, en te regardant vivre toutes ces émotions, je me suis dit que tu devais vraiment grandir à vivre ces situations-là dans le confort un peu de ton père. Tu sais, que ton père soit là, ton vrai père soit là pour t'accompagner à travers ces... Non, ton vrai père était là pour t'accompagner à travers ces émotions avec tes faux pères. Alors, j'imagine que toi, tu pouvais facilement, déconnecter ces personnes de ton père à toi, d'une relation vraie dans un sens. Même si sur le moment, tu vis quelque chose, tu vis un sursaut, un choc ou peu importe, tu devais te ramener quand même au fait qu'une fois que la scène est terminée, on était dans le film, puis là, on est dans la vraie vie, puis... Ouais, non, mais quand je dis que je suis complètement dans le film, quand je suis dans le tournage, il y a aussi dans le sens que je reconnais mon père à mon faux père. Oui, bien sûr. Dans le sens que oui, je suis complètement dans le personnage, mais je sais reconnaître ma fausse vie et ma vraie vie. Mais oui, c'est sûr que quand je suis dans le personnage, c'est mon père, mais en même temps, il y a quand même une limite dans le sens que... au niveau du jeu, mais au niveau des relations, c'est pas... C'est sûr qu'il faut quand même se mettre dedans pour arriver à jouer des émotions avec un père qui n'est pas ton vrai père. Mais c'est sûr que dès que j'arrête de tourner, même si je suis encore dans le personnage, je sais qui est qui et j'arrive à les différencier. Oui. Mais aussi, tu peux aller au titre. Aussi... c'est que tu devais pouvoir te sentir libre d'aller vers ces émotions-là. Tu devais te sentir en sécurité, malgré vivre une scène avec quelqu'un qui est peut-être violent, que tu ne sais pas trop ce qu'il va faire. Tu devais te sentir assez sécure pour te laisser vivre les émotions qui pouvaient ressortir dans ces scènes-là, faire ressortir l'authenticité du moment, sachant que ton vrai père, il est juste là. C'est lui qui l'a créé, cette situation-là. Puis ça te permet comme ça, cette liberté de jouer. Des situations qui, pour un enfant, sont difficiles. Moi, j'ai 2 filles aussi, j'en ai une qui a ton âge. Puis justement, c'est des questions que je me pose en tant que réalisateur. Est-ce que je voudrais mettre mes enfants dans des scènes comme ça difficiles, tout en leur demandant « je veux que tu vives l'émotion, je veux voir la larme sortir », par exemple? C'est parce que je sais que si papa m'a confié 2 rôles aussi importants, surtout dans Cassie, c'est qu'il il a confiance en moi. Et je sais aussi que je m'embarque, je sais dans quoi je m'embarque aussi. Et je sais que papa, s'il a confiance en moi et qu'il me connaît, il n'a pas écrit quelque chose qui...
dans le sens qu'il me connaît assez, il a assez confiance en moi pour me confier de rôle, alors je sais qu'il ne va pas créer quelque chose qui me déplaît, alors qu'il me connaît, il connaît comment je réagirais, et si jamais il y a vraiment quelque chose que je veux pas, je le dirai, et les acteurs ils savent que je suis une enfant, même si je suis capable de rentrer dans le jeu, si je suis pas à l'aise avec une situation, les acteurs ils vont s'adapter, et papa aussi. Par exemple, si jamais papa a écrit quelque chose que je me sens pas à l'aise, je vais le dire. Mais c'est sûr qu'il y a une chose qui était évidente, c'est que jamais il n'y avait dans le scénario que le père allait exercer une violence physique sur sa fille. Donc ça, c'était exclu dès le départ. Ouais. Par contre, au niveau de la violence psychologique et une forme de maltraitance dans l'attitude, ça oui, parce que c'est du jeu. Ouais. Mais pas de choses qui étaient de l'ordre de taper sa fille. Je ne voulais pas, et puis personne ne le voulait. De toute façon, c'est même pas nécessaire dans l'histoire. Ah, en effet. C'est même pas nécessaire. Non, c'est vraiment une violence psychologique. Une violence psychologique, finalement, elle atteint beaucoup, hein, elle fait du mal. Je pense que les gens qui ont vu le film sont assez choqués, en fait, par l'attitude de ce père. Hein. Oui, ben c'était, on peut peut-être conclure là-dessus, c'était difficile à regarder, puis dans ce sens-là, sans dire la fin, au cas où, là, c'était satisfaisant. Il y avait de quoi de, on dit, je ne sais pas comment ça se dit comme ça en français, de cathartic. Il y avait comme un catharsis à voir cette fin pour cet homme sans trop connaître ce que le futur nous promet parce que j'ai eu l'impression que la fin, la toute fin, la dernière scène aurait pu être un flashback. Ah, elle est très énigmatique, cette dernière. Ça pourrait être un flashback autant qu'un flash-forward. Puis dans ce sens-là, j'ai trouvé ça surprenant d'aller là. Parce que tu te dis, oui, mais là, ça pourrait être un tout autre film qui démarre. Parce que comment est-ce que l'enfant va être affecté par ça? Comment est-ce que tous les personnages vont être affectés par ça? Puis ça serait surprenant parce que je me disais tout le long, c'est comme s'il y a une destinée que cette femme devienne sa mère. C'est comme s'il y a un désir de sa part qu'elle devienne sa mère. Puis elle-même cherche quelqu'un comme ça avec qui se faire materner, si ça se dit comme ça. Donc, c'est ça. J'ai trouvé la fin justifiée à cet homme parce que tout le long, on regarde le film et on se dit, mais ça se peut pas. Quelqu'un ne peut pas être aussi pire sans se retrouver en prison. Tu sais, on regardait, moi et mon amoureuse, puis on se le disait tout haut, mais mettez-le en prison, quelqu'un! Ça ne peut pas continuer comme ça. Faites-le taire, arrêtez-le, tu sais, avant qu'il fasse un vrai dommage. Mais tu sais que c'était très douloureux pour Stéphane, ce personnage, Stéphane Crowe. Il a eu de la difficulté parce qu'il me dit, mais là, tu peux pas me donner un petit moment d'humanité? Voilà. Oh, je suis désolé. Il faut qu'on aille jusqu'au bout du raisonnement. Il faut pas qu'on tombe dans cette facilité de montrer que y a du bon chez chacun. Non, t'es un sale type, t'es un sale mec, et on va vraiment aller jusqu'au bout. Et de toute façon, tu vas le jouer avec une telle vérité parce qu'il le joue de façon remarquable. Que de toute façon, cette part de fragilité, elle apparaît même chez le pire individu, elle apparaît. Il y a des petites scènes comme ça où il dit mais tu sais, je t'aime vraiment, tu me plais vraiment, etc. C'est des petites parts de fragilité, mais elles ne sont pas travaillées dans ce sens-là. Ouais, puis on y croit même pas. On n'y croit même pas, mais parce qu'on ne les a pas travaillées. On n'a pas voulu travailler cette fragilité. Et je sais non, mais je veux pas dire qu'on n'y croit pas dans le sens. Oui, c'est ça. Tu sais, on se dit non, lui, c'est un psychopathe. Oui, il est pas loin. Ce qu'il pense, c'est l'amour n'est pas l'amour, même pour sa propre fille. Donc, il y a vraiment un problème avec les femmes. Là, danger, en fait. Un personnage dangereux, mais jusqu'où et quand? Qu'est-ce qu'il va faire? Jusqu'où il va aller? Il y a vraiment une chose qui était vraiment importante pour moi, c'est que je voulais pas que le film devienne moralisateur. Il faut dire que le thème qui est abordé, la question du harcèlement sexuel, est une question quand même qui est dans l'air du temps. Enfin, on en parle beaucoup. C'est une question que je trouve vraiment importante. Je voulais quand même la traiter à ma manière et je voulais pas que ça devienne moralisateur. Même si le film
démontre quand même que l'attitude de cet homme est vraiment très néfaste. Ouais. Ça, c'est un message quand même. Ça, à ce niveau-là. Mais je voulais pas que le film devienne moralisateur et je voulais aussi qu'à la fin, le spectateur, avec cette scène que j'ajoute à la fin, où les deux filles dansent au ralenti, tu dis on ne sait pas si c'est un flashback ou si c'est un flash forward. Ou un flash forward. Et en fait, ça c'est très important parce que c'est le moment où le spectateur rassemble dans sa tête tout ce qu'il a vu et il prend ses propres décisions. Il décide de ce qui va se passer. C'est pas à moi de le dire. Je trouve ça important que le spectateur ait sa propre réflexion sur ça. Ouais. Ben, c'était cathartique. C'est comme ça qu'on dirait ça? Oh, oui. Alors, ben, écoutez, je vous remercie tous beaucoup. C'est toute une expérience pour moi comme de justement pouvoir te rencontrer, te parler de ton expérience, parler avec toi, Noël aussi, de cette même façon, ayant des enfants, voulant partager ma propre passion avec eux. Donc, je vous en remercie beaucoup. Moi, je ressors de ça grandi. Puis, au prochain film, quoi. Oui, écoute. Super. Est-ce que, pour la dernière question, est-ce que ton prochain film, tu penses avoir ta fille encore? J'aimerais beaucoup. Et puis, il y a aussi il y a mon fils Elliot qui est là, Ouais. qui aime beaucoup jouer aussi. Et je pense qu'il a du potentiel, donc ça me ferait plaisir de l'ajouter, comme il avait joué un petit rôle déjà dans la préquelle. Ouais. Ça me ferait plaisir de l'ajouter dans le film. Super. Ben, au grand plaisir. On interviewera Elliot la prochaine fois. Super. Alors, merci encore à tous.